Pour l'avenir, nous ne sommes pas seuls. Nous avons parmi nous un des acteurs majeurs, un jeune qui s'est investi dans la lutte pour la préservation de l'environnement, la restauration des équilibres des différents écosystèmes, M. Moïse Mbimbe. Monsieur Moïse Mbimbe, c'est un honneur et un plaisir de vous avoir cet après-midi. Bonsoir Hervé, bonsoir aux téléspectateurs d'Excel. C'est un plaisir et un honneur également pour moi d'être sur ce plateau et de pouvoir parler de l'engagement des jeunes dans la protection de l'environnement. Alors, restons un tout petit peu sur vous. Je voudrais qu'on se balade un tout petit peu dans votre biographie. Vous n'êtes pas à votre première expérience avec les organisations de la société civile pour ceux qui traitent notamment des questions d'environnement. Alors, aujourd'hui, vous êtes membre d'une nouvelle structure. De quoi s'agit-il? Oui, je ne suis effectivement pas à ma première expérience. Ça peut faire à peu près 10 ans que j'interviens dans les organisations à vocation environnementale. Donc, c'est d'abord un devoir citoyen de le faire. Donc, ça a souvent été au niveau scolaire, puis plus tard, ça a été au niveau d'organisations communautaires. Et puis, depuis quelques années, je suis membre de Jeunes Volontaires pour l'Environnement, une organisation panafricaine de jeunes qui intervient donc en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable de manière générale. Une organisation qu'on peut retrouver au Cameroun et dans une vingtaine d'autres pays à travers le continent, à laquelle j'appartiens donc depuis 2012. Et donc après avoir été successivement coordinateur de la branche locale de Douala, secrétaire général du conseil d'administration. Je suis donc depuis 2 ans le président du conseil national, du conseil d'administration de cette organisation. Maintenant, parallèlement, après des expériences dans des organisations comme plus UP, avec d'autres jeunes, nous avons donc créé une organisation qui s'appelle Action pour le développement communautaire, installée dans le nord, à Guidé notamment, qui intervient plus spécifiquement sur les questions de gouvernance rationnelle des ressources naturelles et donc de protection de l'environnement. Voilà, je dois vous avouer que nous avons eu de la peine à vous faire quitter, n'est-ce pas, la zone septentrionale du Cameroun pour vous retrouver ici. Donc, c'est un honneur et un plaisir, encore une fois de plus, de vous avoir, n'est-ce pas, sur ce plateau. Alors, tout de suite, je voudrais que l'on puisse entrer de plein pied, n'est-ce pas, dans la thématique de ce jour. Les scientifiques disent aujourd'hui que l'avenir de la planète est compromis. C'est quoi le problème? Le problème est surtout que l'être humain exprime de plus en plus de besoins que la nature ne peut malheureusement satisfaire. Elle a des ressources limitées pour lesquelles l'idéal serait qu'on ait des besoins limités, des besoins rationalisés. Donc, les problèmes s'expriment finalement de plusieurs manières, mais au centre du problème se retrouvent les activités anthropiques de l'homme, du moins les activités anthropiques, qui exercent donc une pression de plus en plus insupportable sur les ressources naturelles. Cela se démontre à travers le phénomène du changement climatique que personne n'ignore et les scientifiques s'alarment et nous interpellent pour dire que si nous continuons notre rythme de consommation actuel, très bientôt la planète sera invivable. Le moment de référence ces dernières années a été la COP 21 à Paris en 2015, où les États sont engagés à réduire les niveaux de consommation dans les pays, de sorte que l'augmentation de la température n'excède pas les 2 degrés et qu'idéalement, elle se limite à 1,5 degré Celsius. Donc pour ça, il faut qu'on fasse d'énormes efforts. Pour ça, il faut qu'annuellement, on parvienne à limiter, à réduire le taux d'émission de gaz carbonique, par exemple, de l'ordre de 7%, ce qui est un défi majeur, ce qui veut dire transformer littéralement les modes de vie
l'époque contemporaine. Alors, quelles sont les activités de manière spécifique qui démontrent que l'activité humaine porte, disons, est source de déséquilibre pour les différents écosystèmes? Est-ce que c'est parce que on assiste à une très forte urbanisation? Est-ce que c'est parce qu'on utilise, par exemple, des produits phytosanitaires qui font en sorte que la planète aujourd'hui n'arrive plus à répondre aux besoins fondamentaux des hommes? Il y a un peu de cela. Il y a effectivement cet exode rural qui entraîne une accumulation dans les villes, surtout dans nos villes qui sont pas tout à fait planifiées et qui entraînent donc notamment une production de déchets non contrôlés, en fait un ensemble d'émissions qui sont donc associées au phénomène d'urbanisation. Mais il y a aussi surtout l'exploitation des ressources naturelles qui entraîne le changement, la conversion des forêts par exemple, donc le changement de l'usage des terres. Si je prends un cas comme celui du Cameroun, où des compagnies de diverses natures, agroforestières, j'allais dire agro-industrielles, minières, forestières, et j'en passe, déboisent au quotidien des dizaines, voire des centaines de milliers de terres et donc de forêts. Ces forêts qui ont vocation à séquestrer du carbone vont nécessairement le libérer. Et quand on développe cela à l'échelle planétaire, c'est des millions de tonnes de carbone qui sont libérées dans l'atmosphère et qui vont donc nécessairement avoir un impact sur la qualité de l'air, sur la qualité du sol, sur donc notre vie au quotidien. Parce que ce que ça impliquera, c'est l'épaississement de la couche d'ozone. Ce sera donc des rayons qui ne pourront plus, qui seront contenus et qui vont nécessairement avoir un impact sur nos vies. Donc il y a ça, il y a ce déboisement, cette conversion des forêts, il y a l'urbanisation, il y a la question des déchets que j'évoquais tout à l'heure. Le traitement des déchets compte pour près de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces gaz sont certes utiles, mais quand ils atteignent une certaine proportion, ils deviennent nocifs pour la vie sur Terre. Alors, Monsieur Moïse Mbimbe, je rappelle que vous nous venez de jeunes volontaires pour l'environnement et vous avez évoqué une date assez majeure dans le combat que mènent aujourd'hui les hommes pour la restauration ou encore la préservation de l'environnement. C'est en 2015 avec la COP21 à Paris. Et à cette date, justement, les Nations Unies reconnaissaient que la planète aujourd'hui est incapable de se renouveler à 100%. En d'autres termes, les hommes consomment plus qu'il n'en faut et la Terre n'est plus capable de pouvoir restituer cela. Alors moi, c'est une question assez simple, c'est une question qu'on pose d'habitude et qui mérite qu'on puisse encore revenir dessus. Quels sont les avantages que les hommes tirent notamment de l'équilibre des différents écosystèmes? Est-ce qu'il est intéressant et utile de vivre peut-être dans un environnement où les animaux, les hommes, le sol, l'air sont en bon état? Oui, cet équilibre est fondamental parce que chacune de ces espèces a un rôle sur la Terre. Je vais prendre un exemple qui est proche de l'actualité, le coronavirus, qui n'est pas proche de l'actualité en ce moment. Des scientifiques pensent qu'il est probable, fort probable que les chauves-souris soient à l'origine de la maladie. Mais seulement, imaginons un scénario où on se dit, bon, ok, c'est parce que c'est les chauves-souris, il faudrait les éliminer, a priori. Mais sauf que ce sera une réflexion limitée parce que ces chauves-souris ont un rôle justement dans l'équilibre de la planète. Elles interviennent dans la pollinisation qui est essentielle dans le développement des plantes et
et elles consomment les insectes. Donc, c'est chaque élément de la nature a un rôle qu'il joue. Il se dit par exemple que des animaux, par exemple des excréments d'animaux dans la forêt sont utiles au développement de certains arbres. Comme on parle de l'éléphant. De l'éléphant et du moabi, par exemple. Donc, ça veut dire que leur extermination suppose la limitation du développement du moabi, ce qui à son tour va entraîner une perte de l'ensemble des services écosystémiques associés à la présence du moabi. Donc c'est un équilibre qu'il est fondamental de préserver parce que chaque acteur, chaque élément dans cette chaîne a un rôle à jouer pour notre vie à tous. Alors, Monsieur Moïse Bimbe, nous venons de planter le décor d'un environnement qui subit aujourd'hui les effets des actions de l'homme. Vous avez parlé ici d'actions anthropiques. Maintenant que l'environnement est atteint, qu'est-ce que les hommes font pour restaurer justement cet ancien équilibre qui jadis a fait du bien à ceux qui ont vécu avant nous? Pour ceux qui font, parce que il y en a qui le dégradent et ceux qui s'attellent à le restaurer ou à contribuer à leur restauration. Et donc cela peut s'exprimer de plusieurs manières. Il y en a qui interviennent par exemple dans le reboisement, se disant qu'en reconstituant autant que faire se peut les essences qui ont été coupées, ils peuvent contribuer au rééquilibrage des choses. Par exemple, en plantant un ou plusieurs arbres, on contribue à séquestrer le minimum le peu de carbone que celui-là ou ceux-là peuvent contenir. Il y a d'autres qui s'attellent à mener des actions de plaidoyer, donc amener les politiques à être plus regardants sur le mode opératoire des différents acteurs au sein de la société, que ce soit les entreprises, pour qu'elles développent des modes de production qui polluent moins, qui endommagent moins l'environnement, que ce soit les particuliers, pour qu'ils aient des comportements éco-responsables. Donc, il y a d'autres qui vont intervenir dans le domaine, par exemple, de la restauration des sols, parce que, au passage, il faut souligner que l'essentiel, une bonne part en tout cas des sols dans une zone comme la zone septentrionale du pays, ces sols sont dégradés. Et de manière générale, on parle de 12 millions d'hectares de terres dégradées au Cameroun. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. Donc, il y en a qui travaillent plutôt à cela parce que sans ces sols, beaucoup de nos communautés, beaucoup d'entre nous ne pourraient vivre. Donc, il y a de telles activités, il y a des activités d'éducation environnementale qui sont menées à toutes les échelles, à l'échelle communautaire, à l'échelle des enfants, dans les établissements scolaires, auprès des publics divers. Donc, voilà. Il y a des hommes si je vous comprends bien, il y a des hommes d'action, des hommes de terrain, ceux, par exemple, qui reboisent, vous l'avez dit, et ceux qui ont vocation à travailler beaucoup plus sur le plan administratif en opérant ou en effectuant des plaidoyers auprès des différents acteurs. Oui. Et ceux qui travaillent à l'éducation, voilà, parce que c'est le fondement. Et justement, à cet effet, il sied de rappeler à l'attention de nos téléspectateurs qu'il y a pratiquement 5 ans, le projet Verdi avait été lancé par le Centre pour l'environnement et le développement. En 2018, nous sommes pratiquement arrivés à des conclusions assez satisfaisantes. Le projet Verdi qui concerne le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine et le Congo. Donc, c'est dire que ce sont à la fois des actions du point de vue opérationnel et des activités de type plaidoyer. Mais sortons de ce sujet pour revenir sur une question qui me semble assez intéressante. Nous sommes au Cameroun. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'organisations de la société civile qui traitent des questions d'environnement? Est-ce qu'on est au-delà de la dizaine, au-delà de la centaine,
ou est-ce qu'on est au-delà peut-être de 200? Je parlerai même en termes de milliers. Je pense que, en fait, du peu que je sache, il n'y a pas un répertoire euh, fiable sur lequel on peut s'appuyer pour donner des chiffres, mais au vu de, du déroulement des choses sur le terrain, on peut avoir un millier d'organisations, en fait, ou des milliers, je ne sais pas, d'organisations qui travaillent sur les questions environnementales. Maintenant, ce sont les échelles qui divergent et qui diffèrent. On en a qui travaillent à un niveau vraiment, vraiment local. Donc, et ça, ces organisations pullulent dans nos communautés, dans nos villes, dans nos établissements, un peu de partout. Il y a des jeunes qui s'organisent pour pallier à un problème environnemental. Ça peut être simplement des questions d'assainissement dans leur environnement. Ça peut être des questions plus importantes liées au plaidoyer. Ça peut être des questions d'accès à l'eau. Euh, donc, ça, les thématiques abordées diffèrent, mais on observe une gamme très importante de jeunes qui s'organisent pour travailler sur les questions environnementales. Maintenant, au niveau national, en fait, c'est à mesure qu'on montre que le nombre diminue. Au niveau national, je crois qu'à ce niveau, on peut parler en termes de centaines d'organisations qui travaillent de manière régulière sur les questions environnementales. Voilà, je voudrais d'ailleurs saluer nos amis de NES Cameroun qui font un travail de titan et qui permet de regrouper plusieurs organisations de la société civile dans le cadre de la préservation justement de l'environnement. Alors, M. Moïse Bimbe, il est aussi intéressant de s'interroger sur les acteurs individuels ou encore les personnes ou bien les individus qui travaillent autour des questions liées à l'environnement. Nous sommes dans un pays où on a tendance à dire que ce sont les personnes d'un certain âge qui peuvent s'intéresser au débat sur l'environnement, aux questions sur l'environnement. Est-ce qu'il y a donc des personnes âgées, des adultes qui travaillent effectivement sur les questions d'environnement? Non, pas seulement. C'est vrai que ils sont un certain nombre, mais je pense que la, le- la contribution des jeunes est également notable. En fait, même pas seulement des jeunes, d'un certain nombre de catégories sociales et n'est pas négligeable. Et je l'indiquais tout à l'heure, dans nos micro-sociétés, on a des jeunes qui s'organisent pour contribuer à une meilleure à préserver l'environnement, Comme dans le que club ce soit environnement à dans l'échelle, l'établissement scolaire. voilà, que ce soit à l'échelle des établissements scolaires, que ce soit à l'échelle des quartiers, que ce soit à l'échelle des villages, des villes. On a des jeunes qui s'organisent pour travailler sur les questions environnementales. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu, on pourrait en avoir davantage, parce que de mon point de vue, il se pose un problème de conscience citoyenne. Nous sommes dans un contexte où on ne développe pas assez l'idée et l'esprit de s'engager pour résoudre un problème social. Parce que le problème environnemental est un problème majeur, peut-être l'un des problèmes les plus importants à l'époque contemporaine, parce qu'il conditionne finalement tout le reste. Donc, les jeunes gagneraient à s'organiser toujours plus pour préserver l'environnement, au moins au niveau local. Ça ne se comprend pas, par exemple, que dans un quartier, des déchets pullulent et on ne voit pas de jeunes s'organiser pour qu'il y en ait moins. Est-ce que dans un quartier, euh, la salubrité pose problème et les jeunes ne s'organisent pas, ils passent plutôt l'essentiel de leur temps sur des questions distrayantes. Donc, il y a cette question de conscience citoyenne, s'engager parce qu'on a un rôle social à jouer et que finalement la citoyenneté ne se réduit pas à la possession d'une carte, mais au rôle qu'on peut jouer pour une société meilleure. Alors, Monsieur Moïse Bimbe, vous indiquez clairement que les jeunes aujourd'hui devraient être des citoyens pour l'environnement, être capables de recycler,
les déchets, être à mesure de les collecter, être à mesure de mener des actions qui sont favorables à la préservation et à la restauration de l'environnement. Mais il y a une question qui ne passe jamais inaperçue. Qu'est-ce que le jeune gagne? Est-ce que le jeune peut se dire, ok, je ferai, n'est-ce pas, de la lutte pour la préservation de l'environnement ou sa restauration, mon gagne-pain? Est-ce qu'il est possible pour un jeune qui travaille donc dans ce domaine-là de se dire, ok, ma contribution pour un État meilleur, pour une société meilleure, ce serait de préserver l'environnement? Ok, je vais prendre la question sous l'angle de qu'est-ce que les jeunes gagnent et commencer par une réponse qui va décevoir beaucoup. C'est parce que ce qu'ils gagnent en premier, c'est d'avoir un environnement dans lequel ils sont eux-mêmes confortables. C'est très facile de regarder à la télé des contextes ailleurs, de voir comment tout est propre et d'apprécier et de se dire et d'en faire sa destination favorite. Alors il a fallu que des gens aient des comportements éco-responsables dans ces environnements-là pour qu'ils soient attrayants, pour qu'ils soient avenants. Donc, il est de notre responsabilité à tous de travailler pour avoir un environnement avenant, de sorte qu'il soit également attractif pour les autres. Donc, il y a d'abord cette satisfaction personnelle. Il y a également notre santé à tous. Être dans un environnement insalubre et donc consommer une eau insalubre, forcément nous expose à des maladies hydriques. Je ne prends que cet exemple-là. Et ces maladies hydriques sont une source importante de mortalité à travers le monde. On parle de plus de 3 millions, 3,2 millions de personnes qui chaque année meurent du fait des maladies hydriques. Donc si on n'assainit pas notre environnement, on s'expose à des maladies et ça ce n'est qu'un cas. Il y a d'autres cas de figure liés à la pollution parce qu'on ne le note pas suffisamment mais il y a beaucoup d'émissions qui sont consécutives à une certaine légèreté dans la gestion de notre environnement proche et on ne fréquente pas beaucoup les hôpitaux pour savoir que c'est souvent certaines maladies sont souvent associées à l'état de notre environnement. Je vais prendre un dernier exemple. Il y a une entreprise minière dans le nord, à Figuil, qui pendant longtemps émettait des quantités inestimables de poussière. Par la force de l'action des organisations de la société civile, elle a installé un filtre au niveau de son usine et donc en émet beaucoup moins. Et parmi ces organisations, il y a eu des organisations locales. Je pense par exemple à la cellule de veille et de protection des victimes des activités minières. Je salue d'ailleurs M. Nestor Bouba. De Norbert Bouba à Figuil. Mais j'imagine un scénario où cette organisation, où ces hommes et femmes qui se sont impliqués, se seraient dit qu'est-ce que ça me rapporte financièrement de m'engager pour une telle cause. Sauf que ce que ces personnes auraient ignoré et ce que ceux qui ne se sont pas engagés ont ignoré, c'est qu'une étude a démontré que la plupart des maladies à une certaine époque pour lesquelles les populations se rendaient à l'hôpital de Figuil, l'hôpital de district, je crois, de Figuil, étaient des maladies liées aux émissions de poussière. Donc, elles n'ont peut-être pas gagné directement, mais voilà, la tour et d'autres. Elles n'ont peut-être pas gagné tout de suite financièrement, mais elles ont gagné en termes d'argent à ne pas dépenser à l'hôpital, en termes de préservation de la vie des populations et de leurs familles respectives. Maintenant, une réponse qui pourra satisfaire un peu plus. Celui qui veut bien se lancer dans ce domaine et qui a une famille et qui se dit je peux quand même nourrir les miens à travers des actions en faveur de l'environnement. Voilà. Celui qui s'attend, la réponse que je vais donner maintenant, devra savoir que l'environnement
en lui-même est une niche d'opportunité d'insertion socio-professionnelle. L'un des secteurs à mettre en avant, c'est par exemple le secteur des déchets. La valorisation des déchets permet ou est susceptible de permettre à plus d'un de trouver, de gagner son pain quotidien. Je vais prendre quelques illustrations. Si un jeune, les déchets pullulent dans notre quartier, on les voit comme un problème. C'est un problème effectivement. Mais le jeune qui a le regard orienté vers les projets verra en ce déchet une opportunité. Je vais en prendre quelques illustrations. Nous avons par exemple les déchets organiques. Les déchets organiques sont nombreux, ils sont produits par tous nos ménages et les jeunes peuvent s'organiser, par exemple, pour les transformer en charbon écologique. Il y en a qui le font, ça permet de résoudre plusieurs problèmes. Le produit de la commercialisation de ce charbon permet de subvenir aux besoins vitaux. Par ailleurs, en dehors donc du produit de ce charbon, il n'y a que les populations qui vivent, dont la source d'énergie est habituellement le bois de chauffe ou le charbon issu du bois, vont limiter leur dépendance vis-à-vis du bois et y avoir donc une empreinte écologique minorée. Il faut même rappeler à ce propos que la production du charbon à partir du bois connaît aujourd'hui beaucoup de limites. Alors, M. Moïse Bimbe, je voudrais poser la question d'une autre façon. Celui-là, ce jeune-là, qui décide par exemple de collecter les ordures, les déchets, lorsqu'il décide de le faire, est-ce qu'il peut gagner sa vie? Est-ce que celui, par exemple, qui décide de travailler en collaboration avec les entreprises en charge de la collecte des déchets, est-ce qu'il s'en sort? Est-ce que ce jeune qui décide, par exemple, de donner un coup de main au ménage en créant une sorte de micro ou bien de petite structure en charge du ramassage des ordures peut effectivement, n'est-ce pas, gagner sa vie? Si je pose la question de cette façon. Il peut gagner pour sa vie. Il y en a qui gagnent leur vie en le faisant. Il y en a qui ont créé des entreprises. Maintenant, c'est une idée entrepreneuriale, c'est un risque. Le problème qui se pose dans nos sociétés, c'est qu'on a souvent du mal à prendre le risque. Donc, il y en a qui vont peut-être connaître l'échec, mais toujours est-il qu'il y en a beaucoup qui s'en sortent. C'est de la même manière que celui qui fait d'avoir un matricule en objectif va essuyer un certain nombre d'échecs avant de éventuellement réussir un concours un jour. Donc, ça vaut la peine d'explorer ces pistes. Le charbon écologique en est une. Les déchets plastiques offrent leurs opportunités également. Il y en a qui sont investis, par exemple, dans la production de pavés à base de déchets plastiques. Donc, la valorisation des déchets offre 1001 opportunités que l'on peut saisir. Alors, M. Moïse Bimbe, avant que nous ne prenions cette légère transition, question pour nous de souffler un tout petit peu, je crois qu'il est aussi de bon ton de rappeler à la jeunesse camerounaise que les journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun sont organisées chaque année, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national, dans l'optique, n'est-ce pas, de permettre à ces jeunes-là de présenter leurs projets ou même d'aller découvrir les projets que d'autres ont initiés et de se faire une petite idée justement de ce qui peut ou devrait se faire dans le domaine de l'environnement. Donc, avec la permission de la régie, je propose qu'on se retrouve pour la seconde partie de cette émission.
Voilà, de retour dans ce studio, nous sommes là dans le cadre de l'émission À nous l'avenir, qui est une réflexion ou encore une participation au développement, à l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'optique de leur permettre d'obtenir ou de percevoir, sinon de sentir les opportunités d'emploi qui se présentent à eux. Aujourd'hui, nous parlons de jeunesse et de préservation de l'environnement. Comment est-ce que le jeune qui choisit ou qui décide de se lancer dans la restauration ou encore la préservation des différents écosystèmes naturels peut effectivement gagner sa vie? Nous recevons en posture d'invité M. Moïse Bimbe, qui nous vient notamment de Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE, qui est une organisation qui est mondiale et dont la représentation au Cameroun, c'est JVE Cameroun. Alors, M. Moïse Bimbe, il serait aussi un tout petit peu intéressant, et je termine d'ailleurs, j'attaque cette seconde partie par la dernière question par laquelle nous avons, n'est-ce pas, achevé la première partie. Alors, nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont choisi pour modèle la préservation ou encore la restauration de l'environnement. Alors, pour ces jeunes qui décident, par exemple, de créer sa structure, est-ce que c'est possible? On a souvent tendance, on a une sorte de tendance qui consiste à croire ou à penser que les procédures administratives sont très compliquées, elles sont très longues. Il faut plutôt laisser cette opportunité ou bien cette possibilité de créer des structures en faveur de l'environnement. Il faut les laisser à des personnes d'un certain âge. Est-ce que c'est cela? Ok, il va peut-être falloir que je distingue entre les structures à vocation entrepreneuriale classique, c'est-à-dire qui ont des entreprises qui ont vocation à faire du profit, et les organisations de la société civile. Sous le premier chapitre, c'est possible, c'est ce que j'indiquais déjà avant qu'on ne prenne la pause, mais je reconnais effectivement qu'il y a un certain nombre de pesanteurs, notamment administratifs, qui rendent assez difficile l'entrepreneuriat en contexte camerounais. Parlons de la manière générale. Le jeune peut. Il peut. Comment? Comment? Vous parlez là de la procédure. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir sa propre structure, sa propre ONG, au lieu peut-être de travailler pour un X ou pour un Y, on décide d'être soi-même, soit coordonnateur, bien patron. Alors, quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je vais encore distinguer en fonction de l'entreprise ou de l'association. Pour ce qui est de l'entreprise, il y a une procédure à laquelle je suis assez peu habitué, mais qui peut, le jeune peut par exemple se rapprocher du centre de formalité de création d'entreprise, qui est une structure mise en place par l'État pour faciliter la création d'entreprise par tous. Maintenant, on évoquait par exemple tout à l'heure un secteur comme le secteur des déchets qui peut être assez intéressant à explorer pour les jeunes, et il y en a d'autres en matière environnementale, mais c'est surtout la valorisation des déchets qui est l'un des secteurs les plus mis en avant en matière de gestion de l'environnement. Actuellement, on a à peu près 19% des déchets qui passent par ce circuit-là, donc soit du réemploi, soit du recyclage des déchets. Ça veut dire qu'il y a 81% des déchets qui restent plus ou moins dans la nature. C'est vrai qu'il y a une partie qui est traitée, mais il y a une part importante. Et ce traitement lui-même est générateur de pollution. On parlait de à peu près 3% des émissions de gaz. Maintenant, si on prend l'axe de la création d'associations, d'organisations de la société civile de manière plus large, c'est relativement simple. Au Cameroun, nous sommes soumis au régime de la déclaration, ce qui veut dire que des jeunes peuvent s'organiser, ils identifient une ou des questions sur lesquelles ils veulent s'appesantir parce qu'il est relativement difficile. L'environnement est une question extrêmement large, il est relativement difficile. De toute façon, il ne vaut pas mieux
Donc, ils sélectionnent un domaine spécifique dans lequel ils vont évoluer. Oui, ou des domaines proches. Par exemple, et quelqu'un peut facilement travailler sur le changement climatique et sur la désertification ou la sécheresse à la fois, de manière à ne pas trop s'éparpiller, rester concentré sur une thématique. Maintenant, ils s'organisent. La procédure, normalement, c'est d'organiser une assemblée générale, donc entre les membres qui veulent créer l'organisation. Une assemblée constitutive au cours de laquelle le statut sera élaboré, le règlement intérieur sera élaboré et les documents seront déposés auprès des autorités préfectorales pour information et communication de toutes les pièces qui vont avec. Voilà, donc notamment, entre autres pièces, le procès verbal de l'Assemblée générale, une déclaration de, de création donc, de l'association. Maintenant, il y a une contrainte majeure à laquelle les jeunes font souvent face, c'est que les récépissons ne sont pas délivrées à temps. Et parfois ne le sont même pas, notamment dans les grandes villes. Il y a un réseau de corruption qui entoure la création des organisations, des associations, et qui en épuise, voire en décourage plus d'un. Il y a quelques semaines encore, j'ai discuté avec des jeunes qui veulent créer une organisation et qui ont déposé leur dossier dans un département que je ne vais pas nommer depuis 7-8 mois. Maintenant, il est important que ces jeunes sachent, et parce que c'est ce que j'indiquais à ceux-là, que la loi prévoit que 2 mois après le dépôt, donc 60 jours après le dépôt des instruments, donc de la déclaration, s'il n'y a pas eu d'observation de la préfecture, l'association est réputée créée. Donc avec tous les effets de droit. Oui. Alors, maintenant, la contrainte se pose souvent au niveau de la recherche de financement. Parce que très souvent, le récépissé est une pièce requise. Et ces jeunes peuvent se retrouver dans un blocage qui limite leur accès. Ils ne peuvent pas solliciter ou bien mobiliser des fonds. Alors, c'est justement la question que je me préparais à vous poser. Ce jeune qui a décidé, par exemple, avec des amis, de mettre sur pied une association ou une ONG, est-ce qu'il peut ou bien est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement spécifique, peut-être venant de l'État ou encore des autres organisations à l'échelle régionale, à l'échelle internationale et même peut-être des accompagnements auprès, n'est-ce pas, des organisations qui ont un âge un peu plus important. Oui, si vous permettez, j'aurais voulu terminer avec la précédente très rapidement. Vous dire aux jeunes, parce que vous avez demandé par ailleurs s'ils peuvent s'en sortir. Oui. Là également, je vais parler de 3 registres, parce que j'ai fait les 3. Donc, pendant longtemps, j'ai agi comme bénévole, et je le fais d'ailleurs encore, notamment auprès du JVE, où j'ai laissé la place à d'autres. Donc, le conseil d'administration joue un rôle essentiellement stratégique, et il n'est pas dans l'opérationnel. Et là, le jeune ne va pas s'attendre à grand-chose parce qu'il choisit de consacrer une partie de son temps à une cause sociale. Maintenant, il y en a qui peuvent tirer leur épingle du jeu en tant que volontaire. Donc, le volontariat, lui, il suppose que le jeune n'est pas traité, n'a pas un traitement salarial en tant que tel, mais il bénéficie d'une indemnité qui le met en capacité de mener l'action pour laquelle il s'est engagé. Maintenant, il y a la dimension salariale. Ça également, c'est possible, et c'est là où, c'est ça que je voulais absolument noter. Les organisations, les sociaux notamment, vivent de projets. Et ça a un lien avec la question que vous avez posée ensuite. La question de l'accompagnement. Oui. Elles vivent de projets, et dans la construction, dans le montage financier de ces projets, ils doivent être mis en œuvre. Et pour être mis en œuvre, il faut un personnel de mise en œuvre. Et en général, dans le montage donc, des projets, il est possible aux jeunes de prévoir des lignes où ils se rémunèrent en tant que
agents, si je puis employer le terme, de mise en œuvre des projets qu'ils ont eux-mêmes montés. Maintenant, la difficulté, c'est comment monter ces projets et avoir accès au financement. Et c'est ça donc la question que vous posiez. Pour ce qui est spécifiquement de la question environnementale, au niveau gouvernemental, il y a un fonds qui est disponible notamment au ministère de l'Environnement et de l'Environnement, de la protection nature et de développement durable, qui accompagne un certain nombre d'organisations. Maintenant, ce qu'il faut décrier, comme beaucoup de choses dans notre contexte, c'est que c'est souvent entouré d'un réseau de corruption ou de pots de vin qui font que ceux qui sont les moins enclins à en laisser sont souvent laissés sur le banc et ont des difficultés à accéder au financement. Maintenant, en fonction de ça, il y a des financements d'organisations au niveau national et parfois au niveau international. Vous avez évoqué tout à l'heure le projet Verdier. Je parlerai notamment du projet de l'ANCAM qui lui est en cours, qui est mis en œuvre par un certain nombre d'organisations comme le Centre pour l'environnement et le développement, le réseau de lutte contre la faim et l'Institut international pour l'environnement et le développement, qui en leur ce projet donc a un fonds, deux fonds, un fonds de petites subventions qu'il attribue aux organisations évoluant sur le territoire national et travaillant sur un certain nombre de questions d'intérêt pour le projet, notamment des questions foncières, et peuvent y candidater les jeunes également. Action pour le développement communautaire est d'ailleurs un bénéficiaire, un aspirant à ce fonds. Et nous souhaitons d'ailleurs que l'action pour le développement communautaire puisse effectivement avoir les fonds suffisants et nécessaires pour continuer à mener le combat pour la préservation et la restauration de l'environnement. Merci. Et le deuxième fonds, donc, c'est le fonds attribué aux sites pilotes, sites pilotes notamment du Septentrion, parce que le projet a un certain nombre de zones d'intervention, dont l'océan, le Djaï, le Bord, la zone anglophone où il est difficile d'opérer en ce moment. Notamment avec les questions qui ont trait au Mbororo. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la partie septentrionale, le projet attribue un fonds. Et à ce niveau, Action pour le développement communautaire est un partenaire de mise en œuvre de la scène donc c'est possible à travers des fonds au niveau national d'avoir ces fonds. Maintenant, il y a des bailleurs au niveau international qui permettent également d'obtenir un certain nombre de fonds. C'est difficile d'en faire le listing en ce moment. Le jeune doit également avoir cet esprit de recherche. Justement, l'une des questions que je me préparais à vous poser, c'est celle de la qualité. Alors, quelles sont les qualités qu'un jeune doit avoir pour mener avec succès une action, une initiative en faveur de l'environnement? Le tout n'est pas de penser, mais d'être capable de mettre en œuvre. Et cela, il y a des modalités personnelles, des modalités physiques qu'il faut avoir. Quelles sont ces modalités-là? L'une d'elles, c'est qu'il faut mûrir, il faut bien mûrir son projet. Il ne faut pas faire par mimétisme. Il faut s'entourer d'un certain nombre, bien penser son projet, s'entourer d'un certain nombre de précautions. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'armer de patience, parce que tout vient à point à qui sait attendre. Le problème auquel on est souvent confronté en tant que jeune dans notre contexte, cela ne s'applique pas seulement au contexte environnemental, c'est qu'on n'est pas toujours patient et on veut gagner tout de suite, en se fiant à des modèles de personnes qui ont pourtant souvent patienté. Donc il faut s'armer de patience, il faut développer l'expertise, développer son expertise. Beaucoup de jeunes ne peuvent pas prospérer longtemps parce qu'ils ne s'attellent pas à avoir l'expertise qu'il faut. Du coup, les travaux, les activités qu'ils mènent sont souvent dénuées d'un contenu conséquent et le résultat des courses,
c'est que sur la durée, elles se font talonner, voire supplanter par des organisations dont l'expertise est un peu plus assise. Ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expertise, de capacité à produire euh, des livrables, à mener des activités suffisamment consistantes pour que le bailleur continue à te faire confiance, ou que d'autres qui ne vous ont pas fait confiance hier se rendent compte qu'ils devraient vous faire confiance. Donc, rigueur, patience, expertise, et l'une des expertises importantes, c'est l'expertise en termes de montage de projet, de gestion technique et financière des projets. Ce sont des expertises importantes, au-delà des expertises techniques. Bien entendu, si vous voulez attaquer la question du changement climatique, il faut avoir suffisamment de profondeur pour que lorsque vous montez un projet concentré, vous maîtrisez votre contexte, ou lorsque vous intervenez sur la question, qu'on s'aperçoive que c'est une question que vous avez que vous maîtrisez suffisamment. Donc, savoir mûrir son projet, le comprendre et se donner les moyens physiques et intellectuels pour le conduire. Le temps nous tient véritablement à la gorge et nous sommes d'ailleurs pratiquement parvenus à la fin à nous l'avenir de ce 8 avril 2020. Une question qui me taraude l'esprit avant que nous ne puissions, n'est-ce pas, nous séparer des téléspectateurs. Alors, l'État et les autres organisations, lorsqu'ils veulent accompagner les actions ou les initiatives des jeunes, se mobilisent. Quel est donc le message que vous pouvez adresser à cette jeunesse ou à ces jeunes-là qui ont entrepris d'évoluer dans le domaine de l'environnement, qui veulent faire appel à l'État et qui veulent également que les bailleurs de fonds les accompagnent? On sait que les jeunes aujourd'hui sont pratiquement tournés à la quête effrénée du gain, mais on leur demande également de présenter des qualités qui feront des références. Alors, qu'est-ce que vous leur dites lorsqu'ils veulent solliciter l'État ou bien d'autres bailleurs de fonds? Oui, avant qu'ils pensent à l'État, ce que je leur dirais d'abord, c'est de faire de l'engagement pour les questions environnementales une question de citoyenneté d'abord. Donc, ils s'engagent parce que la nature et l'environnement, c'est notre cadre de vie et on a intérêt à ce qu'il soit en équilibre avec nos besoins. Cela dit, maintenant, s'il veut pouvoir aspirer au financement des différents acteurs que vous avez évoqués, je donnais quelques clés tout à l'heure. Il faut qu'il se donne les moyens d'avoir la consistance nécessaire pour que ces différents acteurs les prennent au sérieux. C'est essentiellement cela. Qu'ils aient la patience parce qu'ils ne réussiront pas nécessairement à la première tentative. Tout comme ils peuvent réussir. Tout comme, c'est pour ça que je dis pas nécessairement. Et s'ils réussissent, qu'ils ne se disent pas qu'il ne faut pas qu'après ce succès, si un échec suit, qu'ils en baissent les bras. Donc, voilà quelques clés qui me viennent directement à l'esprit. Engagement, expertise, patience. Je pense que si les jeunes ont ces différentes clés-là, ils peuvent s'engager. Maintenant, une clé importante sera également l'humilité. L'humilité d'apprendre auprès de ceux qui nous ont précédés, l'humilité de considérer qu'on est toujours en situation de perfectionnement, d'apprentissage, parce que d'abord, c'est une réalité humaine, mais elle est encore plus vraie lorsqu'on parle des questions environnementales qui sont extrêmement vastes. Voilà, Monsieur Moïse Bimbe, je rappelle que vous nous venez de jeunes volontaires pour l'environnement. Vous avez pris le train pour quitter notamment la zone septentrionale du Cameroun pour arriver à Yaoundé. Nous vous remercions encore une fois de plus pour l'honneur que vous nous faites d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de